Hello, aujourd'hui on se retrouve pour le bilan culturel du mois de décembre 2021. Je vous préviens que vous verrez 3 plans différents dans cette vidéo car j'ai malencontreusement supprimé cette partie-ci. Une bonne année. J'espère qu'elle sera prospère, qu'on aura de la joie, continuer à vivre le beau, à voir le beau, à y succomber constamment, vous former un avis sur ce que vous voyez, sur ce que vous lisez, ce que vous regardez, échanger avec les autres par rapport à ces sujets, parler de choses qui vous touchent, parler d'œuvres qui vous touchent ou d'artistes. C'est ça qui fait du bien, c'est ça qui permet de subsister au milieu de tout ça. Je vais commencer avec les films. J'en ai plusieurs à vous évoquer, mais ça n'a pas été de franche réussite ce mois-ci. J'ai pas réussi à trouver mon compte, d'autant plus que je ne suis pas allée au cinéma étant donné que j'ai passé une bonne partie du mois de décembre chez mes parents et que antérieurement je n'ai pas eu le temps de me rendre au cinéma. Je sais que je vais me rattraper ce mois-ci. J'ai vu un film sur MyCanal qui s'appelle Le cas Richard Jewell. C'est un film de Clint Eastwood. Ça va être un film qui va tourner autour d'un fait divers qui s'est réellement passé aux États-Unis. Dans les années 70, quelque chose comme ça, un agent de sécurité qui a vraiment la figure du bon américain bien électeur de Trump qui fait de la chasse, qui ne fait pas grand chose de ses journées mis à part être devant la télévision, dans les forces de l'ordre à un instant donné. À première vue, c'est le portrait qu'on tire de cet individu-là, qui a jamais trop réussi ses carrières, qui s'est fait virer de toutes les écoles dans lesquelles il est allé, qui a vraiment la figure du bon à rien. Lors d'un concert, il est là et il surveille le public et il surveille qu'il n'y a pas justement de tentative d'attentat, de dépôt de bombes, etc. Il est autour d'une tente où il y a tous les ingé-sons. Il voit qu'il y a un type qui se balade dans la foule avec un sac à dos. Il est en train de le suspecter et ses collègues lui disent que non et que c'est sûrement quelqu'un qui fait n'importe quoi. Ce sur quoi il le guette, mais il le perd de vue. Il se rend compte que quelqu'un dépose un sac à côté de la tente. Il appelle la cellule antiterroriste. Ça va effectivement être un terroriste qui aura posé une bombe. Ils ont quand même réussi à éloigner du public. Il y en a qui meurent, mais c'est lui en soi qui a sauvé le public. Donc il est porté au nu, c'est une figure de héros pendant plusieurs jours aux États-Unis. Et il se trouve que la CIA et une journaliste vont essayer de décrypter si c'est bien lui. Enfin, du coup, il va y avoir une enquête avec tous les conflits politiques internes qui se passent et avec tous les avantages que les services secrets peuvent tirer ou non de telle ou telle situation. Donc l'enquête va être dressée contre lui. Prône, ils disent que c'est lui qui avait prémédité l'attentat et que derrière, en sauvant tout le monde, il a été amené à cette figure très célébrée. Il y a des gens qui lui demandent même de faire des livres. Il est interviewé tout le temps, il passe tout le temps au journal télé, etc. Quoi qu'il en soit, il y a la police qui vient à la suite quand il est accusé, enlever toutes ses affaires de la maison, enlever toutes les affaires de sa mère parce qu'il vit encore chez sa mère. Il va être aidé par un ami, un ancien ami à lui. Ça va devenir son avocat. On va voir tout le procédé qui s'établit à son encontre, mais aussi pour lui et comment la vérité sera révélée ou non. J'ai envie de dire que c'est un Clint Eastwood qui reprend les arcs narratifs qu'il utilise relativement souvent dans ce type de film, mais ça fonctionne bien. C'était divertissant sans que ça soit forcément un film qui dépasse mes attentes. Ensuite, je vous parle de 2 productions Arte. Il s'agit de Une saison à la Juilliard. La Juilliard est une école d'art du spectacle aux États-Unis, plus précisément à New York. Il y est enseigné le théâtre, la danse, la comédie musicale, le chant. Donc c'est vraiment une offre pluridisciplinaire qui permet d'avoir une formation complète. Derrière, ils peuvent devenir acteurs de cinéma, par exemple, ou actrices de cinéma. Et on connaît beaucoup d'acteurs et d'actrices de cinéma qui sont passés par la Juilliard sans le savoir. C'est un peu fame. Et dans une petite série documentaire, ça pourrait être montré tel un film entier.
mais c'était peut-être un petit peu long. C'est une production qui a été faite il y a quand même quelques années. Ça m'a fait plaisir de voir ces étudiants qui se préparent pendant toute une saison et de voir tout ce que ça leur a amené, tout ce qu'ils ont pu comprendre aussi, parce qu'il y en a qui viennent pas du tout de ce milieu-là, qui ont peut-être eu du mal à rentrer dans cette école. Contrairement à beaucoup d'écoles que j'ai pu voir auparavant, c'est quand même beaucoup basé, alors bien sûr sur le savoir, sur la connaissance technique. On demande beaucoup de rigueur, mais c'est sur la passion qui règne, et voir cette passion qui règne chez tous les étudiants, peu importe ce pourquoi ils venaient ici, ça faisait du bien parce qu'on voyait qu'ils étaient portés par la même volonté de faire de leur passion leur vie. Ensuite, je vous parle d'un documentaire. Ce dernier s'appelle Le Monde de Marcel Proust. C'est encore une production Arte. C'est l'un des documentaires sur un artiste que j'adore quand Arte les fait. Ça dure 50 minutes. Je pense que ça passe aussi à la télévision sur la chaîne. Là, en l'occurrence, donc, c'était sur Proust. Grâce à des carnets de Céleste Albaret, qui était sa dame de chambre, sa dame de compagnie. On va retracer le Paris de Marcel Proust, mais aussi la province dans laquelle il se rendait relativement souvent, les villes qu'il a rendues connues par sa présence aussi, parce qu'il y a des villes qui sont visitées en France uniquement parce que Marcel Proust s'y rendait ou parce qu'il s'est inspiré de ces villes pour écrire La Recherche du temps perdu. Dans Paris, on va voguer entre plusieurs arrondissements, principalement le nord de Paris et les beaux quartiers. Ça m'a fait étrange de me dire que des endroits dans lesquels je suis passée ont marqué son existence, qui vivotaient autour d'un lieu où tout le monde daigne être sans le savoir. Et c'est ça aussi que j'aime beaucoup dans le Paris qu'on redécouvre grâce à des auteurs et des autrices. C'est impressionnant de se dire que dans une ville, dans Paris, mais dans toutes les villes en soi, et dans toutes les campagnes, il y a une histoire avant nous. C'est assez étrange de se lier à tout ce qui a pu advenir auparavant, de se dire que sur ces portes, sur ces lieux, il y avait peut-être, au lieu de ces grandes surfaces, un cinéma d'art et d'essai, un petit libraire, et au final maintenant c'est un bâtiment qui a été rasé pour faire autre chose. Ça donne une autre portée à là où l'on vit, mais je m'égare. J'ai adoré retrouver Proust de cette manière, voir Proust vu par une de ses amies, parce qu'ils avaient créé des liens, et c'était peut-être la personne la plus proche de lui à la fin de sa vie. Ça me donne encore plus envie de continuer la recherche, mais ça je vous en parlerai dans une autre vidéo. Et je vous informe, mais là aussi je pense en faire une autre vidéo, j'ai déjà écrit quelques petites choses par rapport à ça, j'espère juste pouvoir la sortir à temps. C'est sur l'exposition Marcel Proust qui a lieu au musée Carnavalet jusqu'en avril. Elle a ouverte quand je suis rentrée à Dijon en décembre, et pour l'instant je n'ai pas encore pris le temps d'y aller, mais c'est prévu. J'en ai fini avec ces 3 films et je vous laisse donc avec le reste de la vidéo qui sont les plans que j'avais déjà tournés. Je continue avec un documentaire sur Joséphine Baker, là encore de Arte. Je pense qu'ils pouvaient vraiment pas l'éviter vu qu'elle est arrivée au Panthéon et que Arte fait beaucoup de contenu en rapport avec l'actualité. Joséphine Baker, c'était quelqu'un de très important dans la culture française. Elle a été naturalisée française plus tard, mais elle n'est pas française d'origine. C'est quelqu'un qui a beaucoup œuvré pour notre pays. C'est quelqu'un qui a adopté beaucoup d'enfants. Elle a été espionne pendant la Seconde Guerre mondiale et elle a aussi été actrice et chanteuse. En fait, c'est une figure qui a évolué dans le temps, dans la culture française en elle-même, et c'est devenu une citoyenne à part entière. Elle a toujours cette représentation de danseuse avec les bananes autour de la taille. Et on voit qu'on était dans une France qui était néocolonialiste, si ce n'est pas colonialiste en soi. C'est très préoccupant de se dire qu'elle a gardé cette image-là, alors qu'elle a apporté tellement de choses, et ça la remet en lumière que de la faire entrer en Panthéon. Et c'est une très bonne porte d'entrée ce documentaire, parce que du coup les personnes qui n'avaient qu'une image en superficielle de Joséphine Baker peuvent obtenir un savoir simple à trouver sur elle, que ça soit à la télé lors de la diffusion de l'émission ou que ça soit sur internet s'ils tombent dessus. C'est une femme très inspirante
Catel et Bokeh avaient fait une BD à son sujet et mes parents me l'ont offert pour mon anniversaire. Je me ferai un grand plaisir de lire ce roman graphique sur sa vie, en plus de ce que je sais déjà d'elle. Pour continuer sur les films, je vais vous parler très brièvement de Chanson douce, qui est l'adaptation du roman de Leila Slimani que j'ai lu le mois précédent. J'avoue que j'ai pas été transcendée par le film, il reste vraiment en deçà du livre, c'est certain. Karine Viard va incarner la figure de Louise, qui est la nourrice, et Leïla Bekti va incarner la figure de la mère. Je trouve que Leïla Bekti a été très bien castée. Karine Viard, elle a un petit peu la figure de Falcoche dans ce film. Je sais pas pourquoi elle me fait penser à ça. Peut-être que mon exemplaire de Vipère au point m'a marqué par la figure qu'il y avait sur la couverture et que je trouve qu'il y a une ressemblance. Elle prend beaucoup de gravité. Je trouve que la famille est pas hyper bien représentée, que les arcs narratifs ont pas été trop développés, qu'il y a des scènes qui ont été ajoutées et que finalement ça enlève toute la teneur qu'il y avait dans le bouquin. Le point que je retiens, c'est qu'il y a quand même cette vision de la différence de classe qui est quand même une ressemblance bien évidente. Ça reste un film relativement mineur et si vous avez envie de connaître plus ou moins cette histoire, je vous incite vraiment à lire le livre parce qu'il n'est pas énorme, mais le film me restera pas en tête, j'avais juste envie d'en faire cas étant donné que je l'ai lu le mois dernier et que je vous avais dit que je ferais un espèce de parallèle entre les deux. Je vous conseille le podcast Adapte-moi si tu peux, qui a fait un épisode sur Chanson douce et si je le trouve directement, je vous le mettrai en barre d'infos. Ensuite, je vais revenir sur le dernier film dont j'ai envie de parler ce mois-ci. Il s'agit de 16 printemps de Suzanne Lindon. Suzanne Lindon, fille de Lindon, qui est quand même quelqu'un de relativement engagé, c'est-à-dire que moi, la dernière fois que je l'ai vu, c'était dans En guerre. En guerre, c'était un film très engagé sur quelqu'un qui était syndicat et qui allait plaider sa cause auprès des grandes industries, des gros groupes, de son propre groupe, qui licenciait énormément ou qui allait justement arrêter son activité. Il y avait un vrai propos derrière, proche de celui de Ken Loach. Pas au même niveau, mais il y avait quelque chose de cet acabit. Suzanne Lindon, elle nous a fait un putain de film qui est aux antipodes de celui-ci. C'est-à-dire que c'est un film qui s'écoute, c'est un film qui se regarde énormément, qui se filme, qui adore se filmer parce que c'est elle qui réalise, mais en plus c'est elle qui joue. Donc c'est un film puant sur une adolescente de 16 ans qui essaie de ressembler à Sandrine Bonner dans À nos amours. Ça ne fonctionne pas. C'est-à-dire qu'elle en a peut-être une figure qui est proche, mais elle en a pas l'acabit. C'est une adolescente inerte. Certes, on a déjà vu des rôles d'adolescente où elle se cherchait. Mais là, elle se cherche et elle se trouve pas. Et puis nous, on la trouve pas non plus. Elle ne parle quasi pas. Il y a des rôles où on ne parle pas. Il y a des films où il y a des silences et où il y a un réel sens. Là, ça ne parle pas, ça ne me parle pas, ça ne me parle pas au spectateur, ça ne fonctionne pas. J'aime pas descendre un film, mais il tend le bâton pour se faire battre. Il y a de belles images. Ça, je le retiens. Mais alors, dans l'intrigue, il n'y a rien. Si je vous fais le résumé, c'est l'histoire d'une jeune fille de 16 ans totalement perdue dans sa vie, qui est d'une famille aisée, pas milieu de classe, aisée. Je pense qu'ils doivent vivre dans les très beaux quartiers de Paris. On le voit dans leur appartement aussi. Et on voit aussi ces privilèges qu'elle croit acquis et qu'elle croit normaux. Elle tombe amoureuse d'un acteur qui a le double de son âge, qui a une trentaine d'années peut-être, ou une quarantaine, acteur de théâtre. Elle commence à développer une espèce de fascination pour lui et lui est intéressé par cette jeune fille de 16 ans. Déjà leur amour il vient un peu de nulle part. Lui, je pense que ça lui fait plaisir d'avoir une courtisane de cet âge-là et il va s'éprendre à ce jeu en fait. C'est même pas d'elle, c'est du jeu. C'était pas excellent quoi. Je vais passer aux séries. En série, j'en ai regardé 3. J'ai regardé l'adaptation de Gossip Girl de 2021. C'était un petit peu mon plaisir coupable quand j'étais ado. C'est-à-dire que c'est une série que j'ai regardée au moins 4 fois, avec tous les problèmes que ça comporte pour son époque. C'est une série que j'adorais suivre
parce qu'il y avait de belles pièces, il y avait de beaux vêtements, de beaux lieux. Et même si c'est une série pour ados, c'est une série pour ados où j'aimais bien le fond, où il y avait cette recherche de qui écrivait des news sur les jeunes. Là, on a droit à une série qui revient plus ou moins sur la même population très aisée de New York, qui va dans le même lycée quelques années plus tard. Il y a une professeure qui les suit, qui est très bienveillante au début et qui change au fur et à mesure du temps, et je trouve que son personnage aurait pu être vachement plus développé et que finalement c'est là encore très en surface. Après, je suis pas sûre que la série demande bien plus. Pour ce qui est des éléments visuels que j'ai déjà mentionnés précédemment par rapport à la première série, alors certes on voit de beaux lieux, mais je trouve que les cadres sont pas si impactants que la première fois. Alors peut-être que la production avait beaucoup moins de budget, qui sait. Maintenant, quand on est financé par HBO, je pense qu'on a quand même un bon pactole derrière soi. Ça n'a pas été utilisé peut-être assez. Il y a une omniprésence d'Instagram parce que la personne qui est Gossip Girl publie sur Instagram. Je vais pas le cacher, c'est la professeure en question, parce que les élèves lui mènent la vie dure et qu'elle décide de faire tomber ce mépris de classe et qu'elle-même va se jouer au jeu que de mener leur vie, plus ou moins. C'est assez étrange. C'est même assez malveillant à certains égards. Je sais pas trop quel professeur aurait cette envie-là. Enfin, ça me semble un peu étrange quand on est là pour donner leçons et savoir à des élèves et qu'on est plutôt là pour les accompagner pour devenir de véritables adultes. Je plaide pas le fait qu'il y ait des personnages qui soient méchants entre guillemets, et en soi c'est pas une figure méchante. Est-ce qu'ils ont voulu montrer qu'elle était pas binaire et que justement il y avait cette espèce de nuance dans le personnage? Peut-être, mais dans ce cas ça a pas été assez développé à mon goût. Les ados, en fait, ils sont pleins de questionnements qu'on aura à cet âge-là, mais il y a plein d'autres séries d'ados qui le font tout aussi bien. Je pense notamment à Sex Education, qui développe beaucoup plus cette question d'identité, cette question de relation avec les autres et de sexualité, de découverte des corps. Le personnage donc de la Reine de Beauté est plutôt très bien développé, je trouve, notamment avec cette histoire de sœur qui amène un petit peu de substance à l'histoire, à cette espèce de guerre de clans qu'il y a entre les élèves initialement reprises de la première série. Il y a toujours cet aspect assez noir de cette partie de la société, avec des problématiques qui sont totalement en dehors des réalités, mais c'est pas assez puissant pour me satisfaire là encore. Ensuite, petite série de Noël, Christmas Flow, qui est une mini-série Netflix qui revient sur une jeune fille qui est féministe et qui est journaliste féministe pour un média indépendant. Et il y a un article qui est fait sur un rappeur qui a eu d'énormes propos misogynes. Ça se passe au moment de Noël. Le type essaye de redorer son image. Il faut qu'il trouve quelque chose de bien à faire paraître l'année prochaine, notamment un album de chansons de Noël avec une chanteuse lyrique et avec du rap pour pouvoir se donner une belle image. À la même période où on commence à les suivre, il fait les magasins, donc ça doit être au printemps aux Galeries Hoffman, elle aussi. Il se trouve que lui attire tous les clients et du coup il attend son Uber dans la salle de l'agent de sécurité. Elle voit un agent de sécurité emmerder une femme et elle prend sa défense. Donc elle aussi se retrouve par hasard dans le même endroit. Ils commencent à faire connaissance sans trop savoir qui ils sont l'un et l'autre. Il le découvre lorsque lui repart, lorsque son agent vient de prévenir que son Uber est là. Donc du coup, elle lui porte quand même beaucoup de haine, mais il se trouve qu'il s'est trompé de cadeau de Noël. Donc il décide de trouver son adresse et de lui rapporter. Et va s'en suivre une série de scènes comiques où finalement il va rester pour Noël. Il va rater des choses qu'il doit faire dans cette journée, notamment avec sa véritable petite copine. Il y a tout un enchaînement de situations assez drôlesques qui reste là pendant tous les épisodes jusqu'au Noël suivant. J'ai regardé parce que il y a Marion Séclin dedans. C'est une série de Noël tout à fait agréable. Maintenant, est-ce qu'on écrit un article en tant que journaliste sans connaître son sujet entièrement? Je sais pas, d'autant plus quand on est féministe et qu'on pose ces questions-là. Je pense que c'est aussi pas développé dans la série parce que sinon l'intrigue aurait pas pu se faire. J'ai pas parlé du film de Suzanne Lindon d'une façon très agréable parce que c'est une série Netflix
Enfin, je vais vous parler d'une dernière série avec Nona et ses filles. C'est une série Arte. Oui, Arte a fait mon mois, je le sais, ils ont fait beaucoup de choses très qualitatives. Donc, pourquoi ne pas en profiter? Nona et ses filles, j'en ai entendu parler, mais partout. Arte, depuis qu'ils ont diffusé en thérapie l'adaptation française, ils ont une montée au niveau des séries qui est pas piquée des hannetons. Enfin vraiment, ils proposent toujours des œuvres patrimoniales ou des créations qui sont hyper chouettes. Ça ne fait pas exception. Ça parle d'une ancienne militante féministe qui est toujours sur ses idéaux et qui est toujours en train de travailler au planning familial, même si elle a 70 ans. Elle a, normalement, à cet âge-là, plus la possibilité d'avoir d'enfants. C'est-à-dire que à 70 ans, généralement, la ménopause est arrivée. Elle réussit quand même à avoir un enfant sans trop le demander à 70 ans. On va suivre cette grossesse pendant tout le long, tous les problèmes que ça peut engendrer, parce qu'à 70 ans, on n'a plus le même corps que l'âge auquel on est censé pouvoir enfanter. On va suivre cette histoire entre des femmes, parce qu'elle a déjà 3 filles qui sont adultes, qui vont l'aider à travers sa vie, à travers cette grossesse, qui vont se demander aussi comment c'est possible. Ça se passe à une ancienne époque, c'est-à-dire qu'elle est en couple avec André Breton. On retrouve cette figure-là et on retrouve aussi tous les idéaux de cette époque, c'est-à-dire qu'il y a tout ce côté flower power qui est insufflé dans toute la série. Les questionnements, les façons d'étudier des filles, notamment il y a une des filles qui est encore en thèse et on voit qu'elle va bûcher à la bibliothèque. C'est limite que les débuts d'internet, s'il y a une représentation d'ordinateur. Enfin, on a vraiment l'impression de se plonger dans une autre époque. C'est vraiment cette vieille France de la fin du XXe siècle où il y a ce changement de société. Et on voit que c'est une femme qui a vieilli avec énormément de valeurs et de concepts et de conceptions qui sont toujours là. Ces filles sont relativement attachantes. Il y a quand même un bon développé des personnages et une très belle évolution, que ça soit de Nona, des filles et des personnes qui les environnent. Elle va évoluer, Nona, dans cet environnement qui est hyper bienveillant et qui est très très sororal. Et c'est ça que je retiens de la série, c'est que c'est une série extrêmement sororale. C'est une très très bonne série française qui, je l'espère, saura satisfaire votre goût, tout comme ça a satisfait le mien. Eh bien, moi je vous retrouve tout de suite dans la deuxième partie de cette vidéo qui portera sur les livres, les chaînes YouTube que j'ai regardées, sur le journal auquel je me suis abonnée et sur les expositions que j'ai vues ce mois-ci.